Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, appelez Jean-Michel Apathy au 39 21. 50 centimes la minute, plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. 39 21 pour nous appeler, nous dialoguons ensemble comme chaque jour. Dans un instant, nous parlons avec vous de ces routes dangereuses. 12 morts la nuit dernière sur la nationale 79, connue comme l'une des plus dangereuses de France depuis des années. Appelez-nous pour témoigner sur cette route ou sur une autre chez vous. 39 21. Mais d'abord, Jean-Michel, les jeunes et l'alcool. Oui, puisque la Société française d'alcoolologie se réunit pour étudier tous les problèmes liés à la consommation d'alcool. Je vais y arriver. Pourtant, je n'ai rien bu, que de l'eau. Mais voilà, et donc vous vous êtes soucié, notamment, professeur Michel Reynaud, de ces plus jeunes qui s'alcoolisent massivement. Merci d'être resté avec nous pour dialoguer avec les auditeurs d'Europe 1. Bonjour Kamel. Oui, bonjour. Vous êtes à bonjour Cocherel. Jean-Michel, bonjour Maxime. Bonjour. Vous êtes à Cocherel, en Moselle. Oui, c'est ça. Et donc vous, avec l'alcool, vous avez une histoire, hélas, un peu douloureuse. Vous nous la racontez ? Oui, tout à fait. Moi, ça a commencé tout simplement à ma majorité, lors des sorties en boîte de nuit. Étant donné que les moyens financiers étaient limités, donc on remplissait le coffre d'alcool. Puis, juste avant de sortir en boîte, on buvait de manière assez rapide. Donc, le binge drinking, à proprement parler. D'accord. Ça, c'est il y a une vingtaine d'années, vous avez 43 ans. Oui, aujourd'hui. c'était il y a une vingtaine d'années, oui. D'accord. Tout à fait, oui. Et ça m'a valu une vingtaine d'années d'addiction. Oui. Et là, ça fait 1 an que je suis abstinent. D'accord. Voilà. C'est-à-dire que vous avez vraiment été, pendant tout ce temps-là, très dépendant à l'alcool dans votre travail, dans votre vie ? Dans mon travail, non. Dans mon travail, non, étant donné que je suis conducteur de car, donc c'était préférable de ne pas consommer d'alcool. D'accord. Non, mais par contre, mon rapport à l'alcool, en fait, c'est comme ça que j'ai appris à boire. J'ai pas appris à déguster ou à apprécier. D'accord. C'était juste se mettre à l'envers avant de sortir. Et puis, chemin faisant, les amis, chacun a pris sa route. Et puis moi, je suis resté seul avec la bouteille. Et puis c'est comme ça que j'ai continué à consommer de l'alcool de manière rapide, le vendredi soir, le samedi soir. Et puis après, c'était 1 jour sur 2. Et puis voilà. Et qu'est-ce qui vous a incité, Kamel, à devenir abstinent, puisque vous le dites comme ça il y a 1 an ? Tout simplement des rapports avec ma conjointe. Je commençais à me renfermer sur moi-même. Et puis la santé allait en déclinant, quoi. D'accord. D'accord. Donc, Professeur Reynaud, restez avec nous, Kamel. Professeur Reynaud, c'est au fond un cas assez classique, c'est une hélas. histoire tristement banale. Alors, c'est un contexte quand même. L'addiction, c'est un environnement et un individu plus ou moins vulnérable. Beaucoup de gens boivent et il n'y a que 5 à 10% qui ont des problèmes. Les alcooliers ont besoin d'accrocher ces 5 à 10% parce que ces 5 à 10% achètent 50% de l'alcool et 70% de l'alcool est acheté par 20% des consommateurs. Donc il faut des gros consommateurs. Et donc ils savent que plus on commence tôt, plus on devient dépendant. D'où cette incitation. Vous aviez raison de dire, si la Société française d'alcoolologie se pose sur ce problème, c'est que c'est vraiment le nouveau problème de santé publique. Ça touche aussi les femmes. Vous avez vu que la consommation des femmes a augmenté, notamment celle de bière, et tout ça sont des stratégies marketing extrêmement puissantes. Alors après, effectivement, comme disait très bien Kamel, il y en a qui continuent leur route, mais il y en a quelques-uns qui restent accrochés. Et il y a besoin de ces accrochés-là. Et ces accrochés-là, alors après, on sait, mais il faut aider les autres à savoir comment on s'accroche. C'est-à-dire, c'est quand ça se répète, quand l'alcool est pris pour éviter un malaise, une difficulté, une souffrance intérieure, quand les gens commencent à vous dire « tu bois trop », parce que les proches, même dans un milieu qui consomme, en général, se rendent compte que quelqu'un va trop loin. Et puis, c'est les cuites répétées, les trous noirs. Quand on a ces symptômes-là, ça veut dire qu'il faut... Et c'est tellement plus facile à soigner quand on y va plus tôt. On n'a même pas besoin d'être abstinent. On peut revenir à des consommations contrôlées. Donc, voilà, ça mérite d'être une information solide. Je reviens sur ce que vous disiez. Le cynisme qu'on dénonce généralement concernant les vendeurs de cigarettes, il existe de la même manière chez les vendeurs d'alcool ? Il y a exactement les mêmes stratégies de lobbying, de nuages de fumée envoyés sur les études en disant l'alcool est bon pour la santé et pour
une toute petite amélioration éventuelle entre 1 et 2 verres chez les gens de plus de 50 ans qui n'ont pas de pathologie cardiovasculaire. On élargit en disant l'alcool est bon. On peut vous sortir des dizaines d'études montrant que c'est tout à fait proportionnel aux consommations et que les complications sociales, personnelles, cancéreuses, cérébrales sont exactement liées aux quantités consommées. Mais il y a ce nuage de fumée, il y a le fait d'avoir un certain nombre de médias qui sont forcément tenus par la publicité, le fait d'avoir un certain nombre d'experts qui sont eux-mêmes tenus. Par exemple, les alcooliers viennent de créer la Fondation pour la recherche en alcoolologie. Ils mettent 200 000 euros par an. Une fondation, ça coûte 60 000 euros par an pour dire « nous, on soutient la recherche », comme ils font de la prévention. Donc oui, il y a un cynisme absolu, et on peut vous dire pourquoi. Quand 70% de l'alcool est acheté par 20% des gens, et que 20% des gens, ça correspond aux gens qui ont des problèmes, et 10% ça correspond à ceux qui sont addicts, leur chiffre d'affaires est là. C'est extrêmement facile. Kamel, allez-y. Pardonnez-moi. Justement, par rapport à ce que disait le spécialiste, professeur Reynaud. Moi, oui, docteur Reynaud, et moi, il m'a fallu 5 ans pour m'en sortir. Et à savoir que moi, je suis H24 branché sur Europe 1, et à savoir qu'il y a certaines publicités qui m'ont pas aidé. Genre la publicité Bordeaux rosé. En été, ça donne envie. On imagine le verre avec la condensation dessus. C'est vrai que les publicitaires ont une grande part de responsabilité. Une très très grande part de responsabilité. Comment vous vivez depuis un an sans alcool, Kamel? Vous ressentez beaucoup de bienfaits Énormément. J'ai retrouvé le sommeil, une meilleure hygiène de vie, de meilleurs rapports sociaux, beaucoup moins de fatigue. Je me sens beaucoup mieux. Bon, écoutez, là, c'est vous qui faites la pub, Kamel. C'est bien, oui, c'est une pub sympathique. Excusez-moi. Mais faut pouvoir trouver ces effets positifs, et souvent, hélas, c'est quand on a touché le fond, parce que quand on est devenu dépendant, on ne veut surtout pas se poser la question d'arrêter, parce qu'on sait qu'on en a un besoin vital, et c'est quand on l'a payé très cher qu'on peut commencer à se soigner. Alors qu'il est tellement plus facile, et c'est pour ça que c'est vraiment un mouvement social, que les proches disent tu consommes trop, c'est facile à ce moment-là de réduire. Merci beaucoup, Kamel. Merci à vous. D'avoir apporté votre témoignage sur l'antenne d'Europe 1, et on vous souhaite une très très bonne journée à Cocheren. Merci à vous aussi. Au revoir, bonne journée. Bonne journée, au revoir. Bonjour Julien. Oui, bonjour monsieur Patrick, bonjour. Vous êtes dans le Vaucluse? Bonjour à toute l'équipe, bonjour. Bonjour, vous êtes dans le Vaucluse? Exactement. Et vous aussi, vous avez une pratique de l'alcool qui a été un peu malheureuse? Oh, malheureuse, je ne dirais pas ça. D'accord. Quand vous mettez le sujet au passé, c'est toujours d'actualité. On va dire que j'ai une pratique de la convivialité au travail. Voilà, comment le dire. D'accord. Avec un poste à responsabilité, où à un moment donné, la consommation d'alcool permet aussi, avec les collègues, de détendre l'atmosphère et de mieux vivre la pression quotidienne, je dirais. Donc pour vous, l'alcool, c'est, peut-être que le mot est un peu maladroit, mais c'est un ami, quelque chose d'utile? C'est un collègue, ça fait partie, la bouteille est toujours là dans un tiroir, on peut toujours, à un moment donné, quand il y a un coup de pression, est-ce que tu veux boire un verre? Allons-y, et on passe à autre chose après une réunion un peu tendue, après des moments un petit peu speed, on va dire, et puis c'est la convivialité, vous savez ce que c'est, on est français, donc on est aussi le pays de ça. D'accord. Vous restez avec nous, Julien. Professeur Michel Reynaud, ce type de propos suscite quelle réaction chez vous? C'est extrêmement intéressant parce que c'est vrai qu'on est français et que l'alcool fait partie de la culture et que c'est un grand plaisir et que le vin c'est sûrement une des choses les plus riches, les plus amusantes et que l'alcool c'est la meilleure et la pire des choses. C'est vraiment, s'il y en a un message à faire passer, c'est effectivement à qui viendrait de dire que ça ne rend pas les soirées plus sympathiques, que ça ne facilite pas. C'est un empathogène l'alcool, ça rend les gens plus proches les uns des autres, ça facilite les relations amoureuses et sexuelles. Au moins dans des quantités raisonnables. Oui. Donc ça a des effets positifs. Le problème, c'est que c'est aussi le produit le plus dangereux. Et donc, il faut être attentif et avoir ça en tête et savoir gérer. La situation de dépendance, c'est ça? Comment est-ce qu'on qualifie le... Non, c'est la situation d'excès, et notamment d'excès répété. On considère que jusqu'à 2 ou 3 verres, c'est une consommation à très faible risque. Et après, c'est proportionnel, c'est même exponentiel. 2 ou 3 verres sur quel laps de temps? Sur la journée. Sur la journée. Dans la journée. Et donc, si vous
prenez régulièrement plus, faut vous interroger, éventuellement vous faire aider pour diminuer un tout petit peu. C'est pas très compliqué, mais faut avoir ces seuils en tête et savoir qu'une consommation importante. Alors je sais pas comment fait ce monsieur, je comprends à la fois tout à fait, en même temps. Vous voulez dire comment il fait dans son métier? Comment il fait dans son métier? Il est ingénieur, Julien. Il est ingénieur. Alors c'est vrai, ça facilite les relations professionnelles, ça facilite les contrats, ça facilite. À côté de ça, il y a un danger, donc il faut qu'il soit averti de ce danger. Mais il y a. Vous avez conscience, Julien, ou vous avez d'un certain danger ou pas? Ou il vous semble que vous maîtrisez la situation? Moi, j'ai le sentiment de maîtriser la situation. Je ne peux pas parler pour les collègues. Je suis dans un métier, c'est vrai que nous, dans le nucléaire, à un moment donné, on connaît notre métier, on fait des études pendant longtemps, on connaît très bien le sujet. Un petit verre de ci, un petit verre de là, ça détend. Ça n'affecte pas, on va dire, les compétences professionnelles au quotidien. Donc, non, il n'y a pas de danger pour moi, il n'y a pas de danger. D'accord. Alors, je dois dire quand même qu'il existe des postes à risque et des professions à risque pour lesquelles la consommation d'alcool est particulièrement contrôlée et souvent interdite. Par exemple, les conducteurs. Les conducteurs de bus, les conducteurs de camions, les conducteurs, les pilotes d'avion. Et dans le nucléaire, il y a des postes à risque aussi. Oui, sans doute. Mais écoutez, on ne va pas régler le problème là maintenant. Enfin, allez-y, Maxime. Non, pas du tout, mais voilà. Vous êtes avec nous toujours, Julien? Toujours, oui, bonjour. Bon, d'accord. Écoutez, on va vous souhaiter une bonne journée. Merci beaucoup, monsieur Apathy, une bonne journée à vous tous. Et j'aimerais dire aussi la brune d'émission et vous souhaiter une très bonne journée. Merci, au revoir. Merci beaucoup, Julien. Et bon week-end. Ça, c'était un message pour le président de l'Olympique de Marseille. Voilà. Je décode. La brune d'émission. Voilà. Là, pour le coup, j'avais un peu. On était un peu sorti du sujet. Bonjour Antoine. Oui, bonjour. Vous êtes à Rennes. Oui, c'est ça. Vous êtes étudiant? Oui, c'est ça. Et moi, je voulais réagir sur la pratique du binge drinking, mais au niveau étudiant. Je voulais dire d'abord, après avoir entendu tout ce qui a été dit auparavant, que ça ne touche pas tous les jeunes. Mais lorsque ça touche un groupe de jeunes, comme j'ai remarqué, l'idée n'est pas de boire pour boire, en fait. Et c'est plutôt pour fêter quelque chose, par exemple un relâchement, la fin des partiels, un anniversaire. Et donc, il n'y a pas cette idée de boire à vite. Et ça, c'est un petit peu dans l'ordre des choses, si on peut dire. Par exemple, vous, Antoine, c'est pas tous les week-ends, c'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas aussi régulier. Non, absolument pas. C'est surtout quand il y a une soirée post-partielle. On sait que c'est des soirées un petit peu comme ça. Mais vous êtes sage, il doit y avoir pas mal de vos copains, c'est un peu tous les week-ends, non? On peut le dire ou pas? Non, je peux pas le dire honnêtement parce que c'est pas une réalité non plus. C'est-à-dire que c'est relativement espacé. Après, ça peut devenir plus régulier pour certains, mais c'est dans l'ordre des choses. Comme on a vu dans le premier témoignage, il y a certains pour lesquels ça dérape et d'autres pour lesquels ça se passe très bien. D'accord. Restez avec nous, Antoine. Professeur Reynaud. Heureusement, il y a beaucoup de gens qui boivent de façon essentiellement festive et contrôlée et de la manière dont ils le décrivent. Et on peut faire des fêtes et même avoir des excès, et heureusement. Faut savoir aussi que dans l'Ouest, il y a, à Rennes je pense aussi, il y a les rues de la soif, qu'on commençait le samedi, puis que c'est arrivé le vendredi, le samedi et le dimanche, qu'un certain nombre d'écoles ont arrêté de faire des cours le vendredi parce que les week-ends d'intégration commençaient le jeudi, que ceux qui étaient des week-ends d'intégration sont devenus des semaines d'intégration, où on ne dessoule pas pendant un mois. Oui, moi j'ai un fils qui était étudiant en médecine et qui m'a appris des choses que moi je savais théoriquement. Bon, alors, voilà, il y a un danger, et je pense que cette augmentation de ces consommations importantes et qui ciblent les jeunes, on sait, on l'évoquait tout à l'heure, ça entraîne des altérations cérébrales, ça entraîne des morts sur la route, ça entraîne des violences, et ils doivent le savoir. C'est un vrai problème. Et ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas faire la fête. Non, bien sûr. Maxime ? Simplement un message sur Twitter avec le hashtag E1midi, message de mon avis qui nous dit juste une question. L'alcool n'est-il pas interdit à la vente aux mineurs ? Pourquoi ne pas déjà respecter la loi ? Oui, il est interdit à la vente aux mineurs. Non, on le vend aux mineurs. Voilà. Parce que c'est des lois difficiles à faire respecter. Et que les alcools commencent à 12 ans, 14 ans, que les fêtes des jeunes arrivent avec des alcools sucrés parfaitement ciblés pour eux, ou des alcools pour les femmes. Ça commence avec des mauvais rhums ou des mauvais
Bref, mauvaise vodka, voilà, on ne va pas les nommer. Ouais. Et c'est parfaitement fait pour les bières sucrées, le rosé sucré, le rosé pamplemousse. Donc si, effectivement, c'est interdit aux moins de 18 ans. Et tous les psychotropes devaient être interdits aux moins de 18 ans, car effectivement, avant 18 ans, et même plutôt avant 20-25 ans, le cerveau est en plein remaniement et très sensible. C'est là encore ce qui a été montré. Et donc, si on devait avoir une action de santé publique, ça serait une action forte sur tous ces produits avant 18 ans. Merci Antoine, bon week-end à Rennes. Merci professeur Michel Reynaud de nous avoir accompagnés. Nous sommes heureux d'avoir pu faire passer quelques messages. Boire oui, mais avec beaucoup de contrôle et comme on dit, beaucoup de modération. À tout de suite. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Pour apporter vos témoignages sur l'actualité, Appelez Europe 1 au 39 21. 50 centimes la minute plus coût de l'appel. Jean-Michel Apathy, Maxime Switek. Et nous parlons avec vous au 39-21 de ces routes dangereuses. Hier soir, on vous l'a dit, il y a eu 12 morts sur la Nationale 79, une route connue comme l'une des plus dangereuses de France depuis des années. Vous nous avez appelé pour témoigner. Bonjour André. Oui, bonjour Jean-Michel, bonjour à tous. Vous êtes à Tresserve, en Savoie. Je suis à Tresserve, en Savoie. Oui. Et vous connaissez bien cette route? Je connais bien cette route, oui. Ça fait 50 ans que je me rends de la région lyonnaise ou savoyarde, jusque dans les environs de Moulins. Donc j'ai vu toute l'évolution de cette route, depuis la petite route de campagne jusqu'à la route actuelle, qui est Elle est dangereuse, 2 voies, avec des tronçons à 4 voies. Elle est dangereuse d'après vous? Ah oui, totalement, oui. Pourquoi? Parce que entre Paray-le-Monial et Moulins, par exemple, on a une route qui est toute droite. Oui. La vitesse est limitée à 90, évidemment. Et quelques tronçons à 4 voies, ou voire 3 voies. Et dans ces tronçons-là, il y a énormément de camions, quasiment des files continues, qui se suivent à 10 mètres les uns des autres, donc très difficile de les doubler. Ces camions roulent à 70 dans les montées et à 90-95 dans les descentes. Donc c'est quasi impossible de les doubler. Et donc il faut... Il faut une vigilance extrême. C'est ça, sur des tronçons très longs. Et donc sur des tronçons très longs. On s'endort ou on prend une mauvaise décision assez vite. On perd un peu de vigilance. Et puis j'ajouterais en plus que les camions roulent un peu vite. Personnellement, moi je mets mon régulateur à 92, ce qui fait une vitesse réelle de l'ordre de entre 89 et 91, disons. Et il n'est pas rare d'avoir des camions qui me suivent à quasiment à 5 mètres. Très près de vous. Et donc, on a l'impression qu'ils vont nous mettre dans le fossé. Oui, bien sûr. Donc c'est une route, vous le confirmez, parce que vous l'avez c'est une route qui est pratiquée, très dangereuse. Et il faut être très très vigilant. Alors j'ajouterais qu'il y a certains tronçons, ils ont mis des bandes rugueuses sur la route qui ont tendance à vous réveiller parce que le bruit n'est pas n'est pas continu. Donc ça change avec l'habitude qu'on a, donc ça nous réveille. Mais bon, c'est à mon avis pas suffisant. Bon, merci pour votre témoignage, André. Je vous en prie. Sur cette Nationale 79 sur laquelle 12 personnes ont trouvé la mort hier. Merci. C'est quasiment le bilan de l'attentat à l'aéroport de Bruxelles. Oui, c'est ça. Enfin, vous avez raison. En tout cas, 12 personnes dans un accident de la route, c'est assez effrayant. Et on est heureux d'imaginer que tout ça pourra être évité à l'avenir avec des travaux et des aménagements. Merci beaucoup, André. Je vous souhaite une bonne journée. Bonne journée à tous. Maxime. Un autre témoignage sur europe1.fr, sur Twitter, avec le hashtag 1midi. Message de Fred qui utilise cette route 79 et qui fait le lien avec notre sujet précédent sur l'alcool. Il nous dit: je fais plus de 60 000 km par an, j'utilise cette route et les restos routiers y proposent des formules avec un quart de vin. Ah oui, ça c'est effectivement quelque chose qu'il faudrait peut-être revoir. Bonjour Patrick. Bonjour. Vous êtes aux Abrets à Isère. Oui. Vous êtes chauffeur routier, vous connaissez bien cette route? Ah oui, ça je la connais très bien parce que je la prends assez régulièrement, oui. Et vous diriez vous aussi qu'elle est dangereuse? Ah, elle est très 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 dangereuse, oui. Et pour revenir au témoignage de André, je crois que c'est juste avant moi. Oui, exactement. Effectivement, les poids lourds ne respectent pas les limitations de vitesse. D'accord. C'est limité à 80, ils sont régulièrement à 90 et les interdistances ne sont surtout pas respectées non plus. Ils freinent au niveau des radars et ils accélèrent après. Oui. Oui, voilà. Ouais. Ce que tout le monde fait, mais là, comme il y a beaucoup de trafic et que la route est d'une grande monotonie, évidemment, il suffit que quelqu'un ait 2 secondes d'inattention pour que quelque chose d'assez dramatique se produise.
Ah ça, effectivement, elle est très monotone parce que, comme il disait auparavant, c'est des grandes lignes droites, il n'y a rien, il n'y a pas beaucoup d'habitations autour. Les parkings pour stationner pour les poids lourds sont généralement en bord de route, donc on s'y arrête pas parce que on veut dormir tranquillement la nuit sans être secoué. Et l'interdistance entre les parkings est beaucoup trop élevée. Donc on résiste, jusqu'au moment où on ne peut plus résister. C'est ça. Oui. Et où la fatigue l'emporte et où après, tout le monde est en danger. Tout à fait. Et il manque aussi beaucoup de contrôles de gendarmerie. Il faudrait qu'il y en ait beaucoup plus. Oui, bien sûr. En fonction de ce trafic, il passe 10 000 voitures. J'ai mis le chiffre quelque part, mais il passe vraiment sur certains tronçons dans l'Allier, là où il y a eu l'accident. Il passe beaucoup de voitures dans la journée. Vous avez raison. Des forces de police ou de gendarmerie à cet endroit-là seraient sans doute utiles. Merci beaucoup, Patrick. Avec plaisir, au revoir. Je vous souhaite une très bonne journée. Merci à tous ceux qui ont appelé le 3921 et qui ont participé à ce dialogue que nous reprendrons lundi de Pâques. Mais tant pis, nous serons au travail. Bien sûr. 13h10 sur l'antenne d'Europe 1. Bien sûr, Maxime. Et avant ça, dans 2 minutes, les découvertes d'Europe Midi avec aujourd'hui de la littérature, un peu de télé, de la décoration. De la décoration. Mais bien sûr. Quelle belle idée. Et un objet de décoration. L'affreux Mathieu Noël. À tout de suite sur Europe.